En direct de son sous-sol, voici votre animatrice, Maps. Salut, ici Maps. Aujourd'hui, c'est l'heure du gala de Maps ou les Maps Awards, rien de moins. Je vais vous faire le top 20 de 2020. Donc, j'ai eu quand même plusieurs bonnes lectures en 2020. J'ai lu beaucoup de livres, mais j'ai décidé de sortir les 20 meilleures lectures de mon année et de vous les présenter. Ils ne sont pas en ordre du meilleur moins bon au meilleur meilleur. Ils sont tout simplement en ordre chronologique que je les ai lus durant l'année. Alors commençons maintenant parce que c'est vraiment excitant! Le premier coup de cœur dont je veux vous parler, vous ne serez probablement pas trop surpris de le voir arriver. De plus en plus, on entend parler de ce livre-là énormément. Je vous parle du livre Cocoon de Michel Jean. C'est un livre qui nous fait découvrir l'arrière-grand-mère de l'auteur Michel Jean, sa rencontre coup de foudre avec un jeune homme Innu et son désir de partir avec lui et sa famille afin de découvrir le mode de vie nomade et de l'adopter. Une fois qu'Amanda va avoir complètement embrassé cette culture-là, eh bien la colonisation va arriver et elle va perdre une grande partie de son identité. C'est un livre qui est tout en douceur au début, vraiment atmosphérique, on est directement plongé dans la forêt, on s'attache énormément au personnage d'Amanda et au fur et à mesure qu'elle découvre la communauté Innu, qu'elle découvre la culture, nous aussi on la découvre avec elle, on s'y attache et les ravages de la colonisation nous font aussi mal qu'à elle. C'est un livre qui a un gros impact et c'est pas pour rien qu'on en entend parler. Deuxième lecture dont je veux vous parler, c'est Havre de Mishka Lavigne, une pièce de théâtre. Dans cette pièce de théâtre-là, nous allons rencontrer deux personnages, Elsie et Matt. Tous deux sont des âmes brisées, viennent de vivre quelque chose de très difficile. Elsie vient de perdre sa mère et Matt est à la constante recherche de ses origines sans succès. Les deux personnages vont se rencontrer et il va commencer un processus de guérison petit à petit où ils vont s'ouvrir l'un à l'autre et vont commencer à possiblement enclencher ce processus-là grâce à l'autre. C'est une pièce que j'ai trouvée très douce sur le cœur avec un brin d'espoir. J'ai beaucoup aimé les personnages et l'issue de la pièce. C'est pourquoi elle est dans mon top 20. On change complètement d'atmosphère avec la trilogie La Bête de David Goudreau. Dans La Bête, on suit un protagoniste qui a eu une enfance vraiment difficile. Il s'est promené de famille d'accueil en famille d'accueil, il y a des comportements déviants, il y a beaucoup de mécanismes de protection qui fait en sorte que sa manière de réfléchir n'est pas appropriée. Sa vision de la réalité est vraiment trouble et c'est lui qu'on va suivre au fur et à mesure que le cycle de la violence va s'intensifier. À toujours être dans des situations problématiques, il va devenir de plus en plus réactif et va se mettre dans le pétrin de plus en plus. Le protagoniste, c'est un jeune homme qui cherche sa mère, qui se sent abandonné, qui s'est senti abandonné et tout ce qu'il désire, c'est de la retrouver coûte que coûte. Je vous parle maintenant de la série Fanny Cloutier, écrite par Stéphanie Lapointe. Cette année, je n'ai pas découvert la série, mais j'ai eu la chance et le bonheur de lire le tome 2 et le tome 3. Fanny Cloutier, c'est une adolescente de 14-15 ans qui vit avec son père, sa mère étant décédée depuis plusieurs années. Et dans le premier tome, son père, lui, explique qu'il s'en va au Japon sans elle, qu'elle s'en va à Sainte-Lorette habiter avec une tante dont elle ne connaissait même pas l'existence et c'est là que la vie de Fanny Cloutier chavire complètement. J'ai lu le deuxième tome au mois de mars et je me suis tellement sentie bien à retrouver Fanny Cloutier, à retrouver son humour et, veux pas, ses aventures rocambolesques.
C'est un livre qui est magnifique en tant que contenant, donc vu qu'on est dans le journal intime de Fanny Cloutier, c'est beau, il y a des illustrations, l'écriture est choisie, il y a des couleurs, c'est vibrant, il y a des choses à ouvrir, c'est vraiment un contenant incroyable, mais le contenu est aussi vibrant que le contenant. Et pour avoir ri et avoir eu un plaisir immense à retrouver Fanny Cloutier dans le tome 2 et par la suite dans le tome 3, je ne peux vous dire que j'ai tellement hâte de lire le tome 4. En parlant de livres feel good, celui-là en est un autre et est une grande surprise ma foi. Encore une pièce de théâtre, double surprise, c'est le livre Les Grandes Chaleurs de Michel-Marc Bouchard. Je l'ai lu durant l'été, durant les grandes chaleurs. C'est l'histoire d'une femme, Gisèle, d'une cinquantaine d'années, qui est veuve depuis quelque temps et qui a rencontré un jeune homme ex-délinquant d'une vingtaine d'années. Et elle ne veut pas que personne le sache, surtout pas ses enfants qui sont quand même assez vieux. Malheureusement, la vie en a décidé autrement et ça va être une suite d'événements rocambolesques, de situations malaisantes et c'était tout simplement tellement délicieux à lire. Je vais vous surprendre encore plus avec un roman graphique qui se nomme 13e Avenue de Geneviève Peterson et François Vigneault. On en a entendu parler vraiment beaucoup, particulièrement sur la sphère de Booktube, et je me suis dit, ben pourquoi pas moi aussi, je veux savoir qu'est-ce qu'il en est. C'est l'histoire d'Alexis qui va vivre un drame et suite à ce drame-là, sa mère va décider qu'ils vont déménager du Saguenay jusqu'à Montréal. Donc c'est un déracinement complet de sa ville, de ses amis, dans une ville qu'il ne connaît pas du tout, dans une période charnière de sa vie. C'est un roman graphique que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui aborde des thématiques très importantes durant l'adolescence. J'ai succombé comme tous les autres. En parlant de succomber, c'est ce qui s'est passé avec le livre Gem, premier tome Émeraude de Geneviève Boucher. Dans ce livre-là, on va suivre Caroline qui vient de perdre sa mère et qui déménage avec son père à Rivière-du-Loup. C'est vraiment un mauvais moment parce que pour elle, c'est sa dernière année au secondaire. Encore une fois, se faire déraciner dans ce moment-là, c'est vraiment pas un temps idéal. Se refaire des amis, découvrir l'endroit, découvrir l'école, c'est beaucoup d'efforts pour une dernière année alors qu'elle aurait probablement préféré rester dans ses pantoufles là où elle était avant. Mais il semblerait que c'est vraiment difficile pour son père et c'est pas possible. Donc, elle se tait et elle accepte pour une année de toute façon. Si les plans de Caroline étaient de survivre son année, eh bien, elle va rencontrer son voisin, qui est à peu près du même âge qu'elle, Jérémy, et elle ne restera pas indifférente à lui. Il y a vraiment des choses particulières qui se passent entre elle et lui, mais tout autour de lui aussi. Et c'est là qu'elle va rencontrer son destin. Et une petite touche de fantastique. Et si on avançait le temps pour aller jusqu'en 2102, on se retrouverait dans le livre de Déviance écrit par Stéphanie Sylvain et Whitney Saint-Onge B. Dans ce livre, on suit Dorothée qui fait partie d'une famille assez connue en lien avec le trafic de drogue. On est dans un monde où l'environnement est dangereux pour tout le monde, il faut être bien habillé, il faut avoir des lunettes de soleil parce que n'importe quel petit rayon qui vous touche vous cause un problème de santé immédiat. L'atmosphère sur la planète, c'est tout simplement toxique. On n'a pas fait attention à notre environnement, on n'a pas fait attention à notre planète et la planète nous le rend bien. Le deuxième enjeu, c'est la technologie. Si l'environnement s'est dégradé, la technologie est à son paroxysme, mais il y a toujours un double tranchant avec la technologie. Oui, il y a des bienfaits, mais c'est facile aussi de l'utiliser à mauvais escient. Et c'est ces deux enjeux-là qui transcendent Déviance. Ce livre-là est à glacer le sang et c'est mes plus grandes peurs en un livre. Si vous êtes comme moi, vous n'en sortirez pas indemne. Je vous parle maintenant du livre 1000 éclats, traduction française de What Light, écrit par Jay Asher. On va suivre Sierra qui, à chaque année, après l'Action de grâce américaine, s'en va en Californie avec sa famille puisqu'ils ont une exploitation de sapins.
Un peu à la blague, son père lui dit à chaque année de ne pas tomber en amour avec un garçon de la Californie parce qu'ils habitent en Oregon et elle pourrait seulement voir ce garçon-là une fois par année. Mais le cœur décide ce qu'il veut. Le cœur n'est pas la tête et Sierra va rencontrer Caleb. Caleb qui a une réputation pas tout à fait avantageuse, qui vit plutôt difficilement depuis un drame qui s'est passé dans sa famille. Mais Sierra va voir au-delà de ça et va se battre pour lui. Encore une fois, je vais vous surprendre avec le livre Les ananas de la colère, écrit par Caton. Dans cette bande dessinée, nous allons suivre Marie-Pomme. Sa voisine est une ex-championne de limbo et elle sera retrouvée morte. Les policiers analyseront cette mort comme une simple intoxication. Cependant, Marie-Pomme ne croira pas à ça et elle va mener son enquête. Ça devient donc une bande dessinée policier où on va suivre Marie-Pomme pour déterminer qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et au fur et à mesure que les corps vont tomber, il va bien falloir se mettre à l'évidence que ce n'était pas une simple intoxication. Puis pour vous encourager à le lire, je dois vous dire que Marie-Pomme, elle est tout simplement tellement drôle. C'est un personnage que j'ai adoré. Par la suite, j'ai lu Bilonda de Vicky Mujinga Kalambe. Dans ce livre-là, c'est l'histoire de la mère de l'autrice, toute son enfance, son adolescence et son âge adulte au Congo-Kinshasa. C'est une réalité vraiment différente de la nôtre ici au Canada. Ce sont des mœurs, des coutumes, une manière de penser différente. C'est aussi la place de la femme, à quel point elle a peu de poids, à quel point c'est difficile pour les femmes. C'est vraiment un récit de vie très touchant, malgré que ça ne semble pas un livre très gros. Je dois vous dire que ça a beaucoup d'impact et qu'on va en profondeur dans des sujets plus difficiles et dans la réalité de la vie au Congo. Je continue avec deux recueils de poésie, Un thé dans la toundra et Bâton à message de Joséphine Bacon. Je ne savais pas vraiment lequel choisir parce que la poésie, c'est vraiment hors de ma zone de confort. Par contre, je dois vous parler de l'expérience que j'ai vécue avec ces deux recueils de poésie-là. Bâton à message, je l'ai écouté en audio. Les deux recueils de poésie sont bilingues en français et Innu et Mun. J'entendais la voix de Joséphine Bacon me lire tous les passages en Innu et Mun et c'était bouleversant. Pour ce qui est du recueil de poésie Un thé dans la toundra, j'ai testé moi-même l'expérience de lire la poésie en Innu et Mun à voix haute et j'ai trouvé cette expérience-là complètement transcendante. Donc, je ne sais pas lequel vous suggérez entre les deux, je ne sais pas quelle expérience vous préfériez, mais définitivement, ce sont des recueils de poésie à découvrir et leur autrice aussi. On poursuit avec Takawan d'Éric Plamondon. Ça se déroule en Gaspésie en 1981. La Sûreté du Québec débarque pour saisir tous les filets des pêcheurs Mi'kmaq. C'est une histoire de résistance, c'est une histoire difficile où se confrontent deux peuples. On voit tous les ravages que les Blancs ont causés. C'est vraiment une histoire à lire, mais c'est une histoire difficile. C'est probablement une relecture, mais le prochain livre dont je veux vous parler, c'est Un ange cornu avec des ailes de tôle de Michel Tremblay. Dans ce livre-là, on découvre tout simplement le petit Michel dans les années 50 qui découvre son amour pour la littérature, qui découvre aussi qu'il y a certaines choses qu'il n'a pas le droit de lire, il y a peut-être certaines choses qu'il n'a pas le droit d'être, et c'est un peu une revendication, un désir de dépasser ses barrières, de s'affranchir, de se découvrir, et il va nous emmener avec lui tout au long de son parcours. Le prochain livre, c'est un des livres les plus durs que j'ai lus de mon année et peut-être un des livres les plus durs que j'aurais eu à lire dans ma vie. Je vous parle du livre Chienne de Marie-Pierre Lafontaine. C'est un tout petit livre avec des toutes petites phrases, mais qui sont complètement coup de poing.
C'est l'histoire de deux sœurs qui vivent des sévices de la part de leur père, des sévices physiques, sexuels, psychologiques. Et il y a leur mère qui est impuissante par rapport à tout ça. C'est un livre qui utilise les vrais mots, mais les vrais mots font tellement mal que c'est insupportable. C'est un livre que tu commences et que tu dois finir immédiatement parce que la réalité fait trop mal. Par la suite, je vous parle du livre Méconnaissable de Valérie Jessica Laporte. Dans ce livre-là, on va suivre une jeune fille autiste qui se sent tellement incomprise par sa famille, par l'école, par les gens autour d'elle. Elle ne ressent pas les choses comme les autres, malgré tous les efforts qu'elle fait pour être comme les autres. Elle se le fait dire malgré tout. Elle ne sait plus quoi faire pour se sentir bien et elle décide de fuir. Pour elle, la fuite va avoir un effet salvateur parce qu'elle va découvrir autre chose que la méchanceté et le mépris. Elle va découvrir l'ouverture et probablement un ami. Continuons avec le livre James de Samuel Champagne. James, c'est un jeune homme qui aime beaucoup la natation, qui est très performant dans son sport, qui a eu quelques relations avec des filles durant son adolescence et qui, une bonne journée, rencontre un garçon et ça le fait perdre pied. On va découvrir James dans toutes ses discussions, ses interrogations, ses questionnements par rapport à la bisexualité. On va le suivre, tomber en amour et s'accepter. C'est vraiment un livre tout doux et magnifique. Par la suite, j'ai lu Chercher Sam de Sophie Bienvenue. On suit Mathieu, un homme qui est dans la rue, qui a tout perdu et il ne lui reste que son chien, Sam. Il sort du magasin et lorsqu'il regarde au loin, il ne voit plus son chien. Il a tout perdu pour vrai. Alors s'ensuit une quête pour retrouver son chien, mais au fur et à mesure que les pages avancent, nous on découvre un peu le passé qui a fait en sorte qu'aujourd'hui il est où il est et pourquoi Sam est tellement importante à sa vie. C'est un livre qui graphine, qui fait vraiment mal et la finale, elle est coup de poing, mais d'une manière différente que toutes les émotions que j'ai vécues durant le livre. On est presque à la fin, je continue avec le livre Rosa Dolorosa de Caroline Dorca Fenech. On suit Rosa d'une cinquantaine d'années qui est en train de s'organiser pour avoir son hôtel avec son fils Lino. Tous deux ont un rêve d'avoir un aquarium immense avec 12 méduses. Malheureusement, leur rêve va s'effondrer assez rapidement lorsque Lino va se faire arrêter par la police pour un crime assez important. Rosa va perdre pied, va tout faire pour essayer de sauver son fils, va tout faire pour le ramener à elle, pour faire en sorte que ça aille mieux, pour qu'ils aient leur hôtel. Mais une fois l'harmonie brisée, elle ne pourra pas la reconstruire. Et finalement, une de mes dernières lectures de l'année 2020. J'avais entendu beaucoup de commentaires, mais il fallait que je le lise pour le croire. Et j'ai lu la trilogie Eux, nous, lui de Patrick Isabelle. On suit un protagoniste qui se fait intimider à l'école, il n'a pas d'amis, il a essayé de parler à ses professeurs, ça n'a pas vraiment fonctionné. Il a essayé de parler à ses parents, eux non plus, n'ont pas vraiment écouté. Ça a commencé dès son secondaire 1 et en secondaire 2, ça continue. En secondaire 3, ça continue. Il s'est fait battre, il se fait injurier. Il y a toujours quelqu'un proche pour y sauter dessus, pour y faire du mal. Il est plus capable de cette situation-là. Et au comble du désespoir, au comble de la détresse, il va commettre un acte ultra violent. Dans le premier tome, c'est son désespoir, c'est sa solitude, ses douleurs, ses tristesses. Dans le deuxième tome, c'est la conséquence de ses actes. Et dans le troisième tome, je vous dirais que c'est plutôt la conséquence sur tous les gens autour qui ont vécu de près ou de loin les multiples drames vécus et causés par lui.
Ça fait le tour pour mon année 2020. J'avais tellement de bonnes lectures que j'aurais pu faire un top complètement différent, mais je pense que ce sont les lectures qui m'ont le plus touchée, le plus bouleversée, le plus fait rire. Ça fait quand même un portrait assez global de mon année. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez eu des bonnes lectures en 2020. S'il y en a une que je devrais lire en 2021, écrivez-moi ça. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle année 2021. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.